MP viva! 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 MP viva! 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 Joseph Kabila, président éligible. Kinshasa wanasemaka umela. Ninafurahi sana kufika tena hapa Goma, na hasa nawapigia asante kwa mapokezi yenu mazuri. Vyama vyetu vyote nawaambia asante sana kwa hii mobilisation kubwa. Tungepaswa fanya meeting kubarabara, lakini tuliandikia maire de ville akakatala, akasema mwaima wakati ndani ya vile yangu sitapenda batu kufanya mamiting kubarabara. Kama napenda kuongea omwe mukwe mu emilie sécurisé parce que tuko tunapanga na maservice mambo ingine. Nikasema kama sisi tuko ba respectuer ya matext hatutamukaza hata kama na yenu wa majorité. Njo tena coordinateur akaandika ingine barua, njo akamuautorize kusema bon, ili mmeshwaziri sale ya Iusi tunawapatia ruhusa, mnaweza kufanya mkutano wenu. Tuko hapa, tuko na autorisation ya maire de la ville. Minaanzia pale parce que iko leson ya didactique politique. Kubenye banasomaka constitution, banasemaka liberté de manifestation. Mais alinea ya pili nasema conformément à la loi. C'est-à-dire hawezi kulamuka kwako unaanza sema juu constitution nasema liberté ya manifestation, unaenda funga barabara unafanya mitingi. Hapana. Ukisha andikia mwenyewe anahusika na kuchunga mugini, ni yeye anapaswa kukwambia aseme pale kwenye unataya hatuparuhusu parce que hauwezi kubloquer aussi la liberté des autres. Imaginez-vous vile ya Goma iko na 1 million d'habitants. Tukaenda kubloquer pale njia tuko peut-être 100,000, tutabloquer la liberté de 900,000. Voilà pourquoi tulisema tunakubali ile onyo ya maire kukuja kuikala humu ndani ya sala. Pour vous dire que la majorité présidentielle est respectueuse des textes. Alors leo kama tumepanga kuzungumza na wanachama ni kwa sababu ya date historique ya le 24 avril 1990. Ile date ni ya dimanche kesho, mais comme aussi banamimba mingi biko ba chrétien atukupenda kuifanya ni dimanche, donc tukasema tuireporter leo samedi pour aussi faire honneur au créateur. Tukasema leo c'est une journée que nous plaçons sous les signes de la démocratisation de la République démocratique du Congo, annoncée le mardi 24 avril 1990. C'était aux environs de 10h40. Mais la lecture que nous allons faire, c'est de nous dire, maintenant 26 ans après, quelle lecture nous faisons de cette annonce de la démocratisation. Voilà pourquoi je vais vous demander l'autorisation de devoir m'asseoir pour que je vous fasse quelques analyses situationnelles, mais qui vont aboutir à une analyse ponctuelle. C'est-à-dire la situation actuelle qui provient de la situation ancienne. Tunatokea wapi? Tunaenda wapi? Tuko wapi? Na tuko tunaenda wapi? Na ya muhimu mwele mabitu yote kwa kutoka kwenye tuko na kwenye tunaenda, c'est avoir la conviction de la victoire. C'est de ne pas croire comme majorité que les quelques bruits qu'on fait dans les médias, à la radio, vous ont déjà puisé, vous ont déjà asphyxié
au point de croire que vous n'existez plus. C'est de ne pas croire que les quelques messages qu'il y a dans les réseaux sociaux constituent l'électorat. Ça fait partie des éléments qui constituent environ 1,5% de l'électorat. Donc ce que vous voyez défiler dans les réseaux sociaux, dans les médias, puisque vous n'avez parce que vous êtes à la majorité présidentielle par conviction. Na mimi nasemaka kila siku hapana kuwa kwa majorité présidentielle mugulu moya iko hapa mugulu ingine iko huko naangalia tuangalie mu Novembre kama vitakuwa namna gani. Vous devez être là parce que le mois de novembre va passer et le mois de décembre va passer aussi et il n'y aura rien. Wakati mina wanaka batu, c'est comme si mnakuwa nawaza comme si novembre ça sera la fin du monde, comme si vous n'appartenez pas à ce monde, comme si le monde appartient aux autres qui vont vous imposer une logique. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aussi imposer votre logique en novembre? Pour croire qu'il y a une frange de gens qui vont imposer la leur. Moi j'ai dit non. C'est nous qui allons imposer la logique du pouvoir. Voilà pourquoi mon coordonnateur, mon président de l'Assemblée, nitakuwa na changa Kifaransa na Kiswahili. Tunatokea le 24 avril 1990. Moi j'étais à l'écran ce jour-là. J'ai vu Mobutu annoncer la démocratisation et verser des larmes. Alors la question qu'on se pose, c'est que les larmes qu'il a versées, c'était pour regretter ou pour souhaiter la démocratie. Parce que quelqu'un qui annonce de bonnes choses, il pleure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il regrette la fin d'une époque. Et donc, il ne peut pas faciliter l'émergence de la nouvelle époque. C'est ça la lecture que moi j'ai pu faire des larmes de Mobutu qui ne sont pas considérées comme les larmes de crocodile. Parce que le crocodile, lui, s'il pleure en dessous de l'eau, vous ne savez pas distinguer les larmes et l'eau. Alors, en 1990, Mobutu a fait 25 ans de pouvoir parce que c'est depuis 65. Il annonce le multipartisme à 3 pour ceux qui se rappellent. Il avait d'abord dit c'est le multipartisme à 3, c'est-à-dire les un père et 2 autres partis. C'est une semaine plus tard qu'il va déclarer ce qu'il appelle le multipartisme intégral. Mais en bref, la jeunesse ici qui est née vers ces années-là doit se rappeler qu'au cours de ses discours, le président Mobutu avait annoncé 5 grandes décisions. La première décision, c'était l'introduction, comme je viens de le dire, du multipartisme. La deuxième décision, c'était la désignation d'un premier ministre, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de premier ministre, on parlait de commissaire d'État. Et parmi les commissaires d'État, il y avait un premier parmi eux qu'on appelait premier commissaire d'État. Comme aujourd'hui le premier ministre, c'est le premier des ministres. Tous sont d'abord ministres. Alors le premier à être nommé s'appelle premier ministre. Donc les chiffres premiers on l'applique seulement au ministre. Comme on peut y avoir un deuxième ministre et un troisième ministre. La troisième décision qu'il a évoquée, c'était la révision de la Constitution de 67. Vous qui pensez que la révision, la Constitution n'est pas révisable, déjà, lui annonçait la révision de la Constitution en 67. La quatrième décision, c'était la mise sur pied d'une commission chargée d'élaborer la Constitution maintenant de la Troisième République. Tout est parti de là. Et la dernière décision, parce que c'était 5 décisions, c'était l'élaboration d'un projet de loi devant régir les partis politiques.
comme il venait d'ouvrir la vie politique à plusieurs partis, il fallait une loi qui réglemente les partis politiques. Mais cette annonce, nous qui étions encore des jeunes étudiants, cette annonce a ouvert des libertés à tout le monde au point de transformer les libertés en libertinage. Le soir du discours, tout le monde est allé prendre sa cravate, on ne sait pas où est-ce qu'on le vendait, moi j'étais à Bukavu. On croyait que la démocratie signifiait mettre la cravate. Et les filles et les femmes sont allées dans les marchés pour acheter des pantalons parce qu'on leur avait déjà privé de port de pantalons depuis longtemps. Étant donné que pour Mobutu c'était les recours à l'authenticité. Et tout le monde est allé, les filles chercher des pantalons, les garçons chercher des petits foulards qu'on ne savait même pas nouer pour en faire des cravates. Et c'était un libertinage total. Tout le monde pensait qu'il fallait maintenant injurier les autorités, les présidents. Et la culture de la mauvaise démocratie est partie de là, au point où ça nous affecte même aujourd'hui, où les gens pensent que démocratie signifie libertinage, signifie injurier les autorités, injurier le gouverneur, les ministres, les députés, etc. Tout est parti de la mauvaise interprétation des libertés que Mobutu venait d'ouvrir en 1990. Alors, malheureusement, ces libertés-là vont se transformer en pillage en 91. On va mettre à sac l'Assemblée de la République, Kinshasa, Goma et toutes les grandes villes, au point où les grandes entreprises vont fermer leurs portes. Et c'est là le début du chômage des Congolais. Parce que les quelques entreprises qui existaient encore ont dû fermer. Ceux qui connaissent Kinshasa, presque les quartiers poids lourds là-bas, c'était des entreprises. Tous ces gens-là ont fermé et ils sont partis. Et ça fait qu'aucune personne ne pouvait vouloir venir au Congo parce que l'investissement a horreur des violences, a horreur de la guerre, a horreur des pillages. Et tout est parti de là. Mais c'est dans cet environnement difficile que finalement Mobutu va convoquer la conférence nationale souveraine, qui était l'espoir de tout un peuple, parce qu'on disait que c'était là où sortira le nouvel ordre politique pour gérer finalement ces grands Zaïre, ces géants au centre de l'Afrique qui étaient devenus pourtant les géants aux pieds d'argile. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Il est géant, mais aux pieds d'argile. Il suffit de pousser ces géants-là, comme les pieds ne sont pas en acier, ils s'écroulent facilement. Et c'est là que commencera la cohabitation difficile entre Tshisekedi et le président Mobutu. Mais lorsque vous faites une analyse historique et politique, Tshisekedi et Mobutu ont rendu la vie difficile à la nation parce qu'ils avaient presque les mêmes caractères. Ils avaient presque les mêmes caractères. J'en ai relevé 4. Le premier caractère commun aux deux, c'est qu'ils avaient tous une forte personnalité. Mobutu comme Tshisekedi avait une forte personnalité. Ça c'est le caractère commun aux deux. Deuxième caractère, tous, ils avaient des caractères imbus avec un ego. L'ego, c'est-à-dire le fait que lui-même pense que c'est lui le tout. Et Mobutu et Tshisekedi, ils étaient imbus d'eux-mêmes. Troisième caractère, ils avaient la conscience du destin des chefs. C'est-à-dire, chacun pensait qu'il est destiné à être chef. Et Mobutu et Tshisekedi, chacun pensait que le monde a été fait pour que ce ne soit que lui qui devienne chef.
Et le quatrième caractère que j'ai pu relever, c'est que ils étaient un peu, si pas trop, têtus. Ce qui faisait que, à un moment donné, lorsque Mobutu nomme Tshisekedi, il va même retirer dans la Constitution. Là où on dit que le président est garant. Alors lui, il voit la personne de Mobutu, comment Mobutu doit être garant. Parce que simplement, il est ennemi de lui-même et il a la conscience que le chef, ça doit être lui, que quelqu'un d'autre ne peut plus être garant à sa place. Et le pays a été victime de ces caractères que j'ai relevés de ces quelques personnes. Maintenant, ces traits-là ont dominé la vie politique 91, 92, 93, jusqu'au jour où un tsunami de Kadogo est arrivé. Et en 97, ce tsunami-là a porté M. Laurent Désiré Kabila à la tête de ce pays. L'histoire est connue de tous, je ne reviens pas. Et on a commencé de transition à transition, au point où le deuxième point que je vais développer, c'est une interrogation. Avec tout ce que je vous raconte là, j'ai fini par conclure que la RDC est un pays de transition. Et des transitions après des violences. Alors, est-ce que ce n'est pas vers là où nous allons? Comme nous avons l'habitude d'être un pays de transition, on dit souvent l'histoire se répète et chasser le naturel, il revient au galop. Voici comment j'ai trouvé que notre pays était pays de transition. Le 30 juin 1960, Kasavubu est président, Lumumba est premier ministre. Déjà 3 mois après, la guerre commence entre Kasavubu et Lumumba. L'un révoque l'autre, l'autre révoque l'un. Vous vous rappelez de cette histoire? Et à partir de 60, en septembre, déjà la première transition commence. Parce que le premier ministre révoque le président le révoque, et il y a une succession de transitions, histoire que vous avez appris, les collèges généraux, les commissaires généraux, les Gizenga qui arrivent, au point où, pendant toute cette transition, un monsieur s'élève et dit que la situation est chaotique et il doit rétablir l'ordre. Et c'est un colonel. Il s'appelle Joseph Désiré Mobutu. En 65, il fait le coup d'État. Et il le fait parce qu'il dit, avec beaucoup de transitions, le pays ne va pas se relever. Il fait son coup d'État en 65 et il installe maintenant la dictature. Avec des élections qu'il tente d'organiser, et je ne sais pas en quelle année, pour qui était déjà né. Mais moi je me rappelle, quand je voyais déjà, j'étais ici, la dernière élection qu'il organise en 84, lorsqu'il annonce le septennat social. C'est-à-dire 84 à 91, 7 ans. Mais lorsqu'on arrive à 91, il a fini ses 7 ans. Il n'y a pas élection. Il y a encore une transition qui commence. Parce qu'il n'y a pas eu élection en 91 à la fin du septennat social annoncé par Mobutu. Il y a encore la transition qui nous a amené jusqu'à ce que je venais de vous dire tout à l'heure, notamment les guerres successives qui ont commencé de nouvelles transitions. Mouzé arrive, il annonce les élections en 99 et en 2000, mais ces élections n'ont jamais eu lieu. Il est assassiné en 2001 et son fils prend, il commence une transition. Nous sommes à combien? 30e transition. Il faut compter. Kabila Joseph commence une transition et la République est divisée en morceaux. Finalement, il lance le dialogue à Sun City et le 22 décembre 2002, on signe l'accord global inclusif qui débouche le 30 juin 2003 à une
transition. RDC, pays de transition. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes champions en transition? Alors, si la transition arrive, est-ce que ça n'est pas l'histoire que nous répétons? Alors, après cette histoire de transition, qui est la résultante des violences, je suis arrivé à considérer également que la RDC, au-delà d'être un pays de transition, c'est aussi un pays de non-respect des délais. C'est aussi un pays de non-respect des délais, légal ou constitutionnel, c'est cela. Alors, le premier non-respect des délais, c'est déjà en 1960. Parce que Kasavubu et Lumumba devaient faire 5 ans. Mais leur délai n'a pas été respecté. Interrompu en septembre 60 et 61, Lumumba meurt. Deuxième non-respect des délais, Mobutu, qui était élu par coup d'État, je ne sais pas, il est élu par coup d'État, il organise les premières élections, pensant que les mandats est une fois renouvelable, mais Mobutu n'a jamais respecté les délais. Donc un pays de non-respect des délais. Mzee Laurent Désiré Kabila aussi annonce les élections, mais les élections n'ont jamais eu de délai. Lorsque vous arrivez à la transition de 2003, la transition devait partir du 30 juin 2003 à 2 ans maximum. Mais est-ce qu'on a respecté les délais? Les élections n'ont pas été organisées à la date prévue après la transition de 2003. Elles ont été organisées 3 ans plus tard. Si vous vous rappelez, on a prorogé les élections d'1 année. Est-ce que le Congo, est-ce que le ciel était tombé sur la tête? Parce que les gens, quand ils parlent de délai, c'est comme une fiction. Mais en 2003, on a dit 2 ans de transition, mais les conditions ont fait qu'on n'en arrive pas à ça. On a prolongé d'1 année. Est-ce que la République démocratique du Congo a disparu sur la carte? En 2011, les élections étaient organisées en octobre 2006. Normalement, ça devait être organisé, on devait les convoquer 3 mois avant octobre 2011. Est-ce qu'ils ont été convoqués 3 mois avant? Mais ils ont eu lieu en novembre, non? Est-ce qu'on a respecté les délais? Voilà qui m'amène à aborder le 4e point relatif au processus électoral et au dialogue politique. Lorsque, en 2001, le président Kabila prend le pouvoir, il pouvait laisser le pays dans cet état-là parce qu'il était déjà président. Il pouvait dire, chacun reste là où il est et on reste dans ça parce qu'il est président. Mais il a dit non, non, allons aux élections. Et nous sommes allés aux élections, et vous et moi, vous avez été, il y en a qui ont été les premiers pour la première fois à aller dans l'isoloir, comme moi. Donc nous pouvons dire que la paternité de la démocratisation, bien qu'annoncée en 1990, l'effectivité de cette démocratisation revient à qui? Joseph Kabila. À Joseph Kabila. On a annoncé en 1990, mais les élections ne sont arrivées qu'en 2006. 16 ans plus tard. Et quelqu'un, il veut vous chatouiller les oreilles que c'est lui le père
de la démocratie, alors que 16 ans après l'annonce de cette histoire, ça n'a jamais eu lieu. Il a fallu un homme qui était libre de les organiser ou de rester. Et vous, la majorité, vous ne savez pas dire ça aux gens. La paternité de l'effectivité de la démocratisation, c'est Joseph Kabila. Donc, que vous le vouliez ou pas, c'est une évidence. Et devant une évidence, on n'a pas de choix que d'applaudir. Alors, vu que, s'il vous plaît, à venir, on les a tenus en 2006, en 2011, elles sont attendues. En quelle année? Voilà la question. Et cette question soulève deux grands préalables que nous devons dire à l'opinion publique. Le premier préalable, c'est le financement. Le deuxième préalable, c'est l'enrôlement des nouveaux majeurs. Je commence un à un. Le financement des élections demande 1,4 milliard de dollars. 1,4 milliard de dollars pour tous les scrutins. Or, vous savez qu'en 2006, il était prévu 7 scrutins, on en a organisé 3. En 2011, il était prévu 7 ou 11 scrutins, on en a organisé 2. Mais pour ceux qui ont fait les mathématiques, là, la courbe est comment? Elle est décroissante. Et en 2011, on organisera combien? Est-ce que c'est la faute à celui qui est à la tête du pays? Non. Alors, 1,4 milliard. Voici l'explication maintenant. Notre budget de la République démocratique du Congo, par mois, nous collectons 300 millions de dollars par mois. 300 millions. C'est avec cet argent qu'on paye l'armée, la police, les fonctionnaires, on fait fonctionner la diplomatie à l'extérieur, on fait tous les peu que vous voyez là, les rétrocessions en province, c'est dans les 300 millions par mois. Alors pour avoir 1,4 million, ça veut dire qu'il faut bloquer les 300 millions pendant 5 mois pour que la République soit asphyxiée, où il n'y a aucun fonctionnement, aucun militaire payé, aucun carburant acheté dans le véhicule de la police, aucun fonctionnement dans toutes les institutions pendant 5 mois. Et la République va-t-elle fonctionner? C'est le chaos, c'est l'asphyxie. Maintenant, avec la chute des cours mondiaux du pétrole et des matières premières, nous ne sommes plus à 300 millions par mois comme recette de ressources propres. Nous sommes descendus à 250-260 millions. Donc il y a un déficit budgétaire actuel de 40 à 60 millions de dollars par mois dans les caisses de l'État. Alors, que faire? Ceux qui sont dans les institutions savent qu'aujourd'hui, même les rétrocessions sont en train de venir au 15e jour du mois suivant pour le fonctionnement de la République. Alors, les problèmes réels comme ceux-là, nous les évoquons pour que vous, de la majorité, vous ayez le discours à dire à l'opinion. La volonté n'est pas celle de dire nous ne voulons pas des élections, mais ce sont des évidences. Mais que faire face à cette question de fonctionnement des institutions
qu'il faut bloquer pendant 5 mois pour trouver les ressources. Or, dans ces 300 millions, 70% de ces 300 millions sont consacrés aux rémunérations. Alors, à Béni, déjà, il y a la grève parce que les infirmiers n'ont pas été payés selon une promesse qui leur avait été faite. Donc, si on doit maintenant mettre toute la République pendant 5 mois sans salaire, la République devient quoi? Mais c'est la gêne. Ça, c'est le premier élément objectif que nous sommes obligés de dire à l'opinion pour que les gens ne pensent pas que Kabila ne veut pas les aider. C'est lui qui les a amenés. C'est lui le père de la matérialisation de la démocratie. Ukapenda, usimupende, c'est ça la vérité. Utazimia mabure. Mimi nasema kila siku ukakuwa na colère sur une évidence, utakufa na ile colère parce que l'évidence est là. Or, la République ne se gère pas par colère. On la gère par des évidences. Quelles sont les évidences devant nous? Deuxième préalable, les nouveaux majeurs. Les gens qui sont nés en 1994, ils avaient 17 ans en 2011. Ils ont été exclus des élections. Alors prenez maintenant la cohorte de 94, 95, 96, 97, 98. Si les élections ont lieu en 2016, on s'arrête à 98. Mais si on les projette en 2017, on s'arrête à 99. Si on s'arrête en 2018, on va jusqu'à en 2000. Et tous ces enfants-là, pensez-vous qu'ils sont prêts à accepter qu'on puisse les soustraire de leurs droits constitutionnels? Alors, ces enfants disent non, nous ne sommes plus les enfants, nous sommes devenus majeurs. Nous devons entrer dans le processus pour que nous participions aussi au vote du président. Il n'est pas le vôtre, vous qui avez eu 18 ans avant nous. Est-ce que devons-nous leur priver de ces droits? Alors maintenant, intervient la CENI. La CENI qui dit, bon, qu'est-ce que nous faisons? Parce que pour moi, pour faire la révision du fichier et intégrer les procédures, intégrer les nouveaux majeurs et mettre tout au point, il me faut minimum 18 mois. Et aujourd'hui, nous sommes en avril. Alors, pour nous séparer de décembre qu'on est en train de vanter dans tous les médias, il reste 18 mois ou combien? Il reste combien? Vous pouvez faire les calculs, non? Il reste 7 mois. Et non pas 18. C'est-à-dire, à ces 7 mois, il faut ajouter pour avoir 18, 11. Donc, le début tôt des élections, c'est novembre 2017, si on commence aujourd'hui. Ce n'est pas Kabila qui le dit. Ce n'est pas Kabila qui le dit, ce sont les évidences électorales pour intégrer les nouveaux majeurs et pour avoir les financements. Maintenant, les gens disent non, les partenaires vont financer les élections. En 2011, les partenaires ont promis, mais à la fin de compte, on allait rater les élections de 2011. C'est la raison pour laquelle Moïmou Lunda, sous la pression du président de la République, a dû les organiser pour qu'on ne dise pas qu'il n'y aura pas élection. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde a décrié la manière dont les élections ont été organisées parce qu'elles étaient sans financement et donc dans la précipitation. Alors, devons-nous encore organiser des élections dans les mêmes schémas de précipitation pour aboutir au même résultat décrié? Le président dit non.
nous devons organiser les élections les bonnes, et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a dit, alors, comme il se passe un problème sérieux, que devons-nous faire? Là, les voix s'élèvent et les articles sont lus de tous côtés. Tout le monde parle, article 70, article 73, article 75. Il y en a qui pensent même à la vacance du pouvoir. Et tout ça, je voudrais aborder toutes ces questions aujourd'hui. Pour que finalement le peuple sache vers où nous allons et qu'est-ce qui peut empêcher que les élections ne puissent avoir lieu aujourd'hui. Alors, comme chacun interprète à sa manière et qu'il y a risque d'affrontement entre les gens, le président dit non. Il faut alors qu'on se retrouve pour qu'on parle de toutes ces questions, de tous ces préalables, de toutes ces évidences. Et c'est ce qu'il appelle quoi? Dialogue. Les autres disent non, nous ne voulons pas du dialogue, nous voulons les élections. Mais quelles élections? À quel moment? Avec quoi? Parce que quand on dit élection en novembre, mais comment on va le faire? Parce que nous tous nous voulons y aller. Si vous êtes magicien, parce que vous êtes de l'opposition, amenez-nous les schémas qui nous amènent aux élections en novembre. Mais ils disent élection le 19 décembre ou le 20 décembre, c'est Kabila parti ou rien. Et moi j'ai dit, mais maintenant que vous dites que Kabila doit partir, revenons au texte, revenons à la crise. S'il y a crise, comme a toujours dit Agalawal, vous le connaissez? Il y a deux cas. S'il y a crise, il y a deux cas. Le premier cas, c'est qu'on entre dans la rue et on détruit, on casse tout, et finalement, un énergumène, comme en 1965, s'improvise. Je ne sais pas si vous comprenez les cas. Les premiers cas. Un énergumène dit, il y a une confusion totale dans le pays, et il s'improvise. Et cet énergumène, il vient de l'armée de qui? Parce qu'il faut vous dire la vérité. Et lorsque cet énergumène s'improvise, en fait de compte, il y aura des pressions et on va demander à cet énergumène de restituer le pouvoir aux civils. Et le processus de restitution de ce pouvoir aux civils, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle dialogue. Parce que les gens vont se mettre ensemble pour dire qu'est-ce qu'on fait. Ça s'appelle quoi? Dialogue. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est celui où le chef dit, comme il y a des problèmes, ne détruisons pas, parlons avant la destruction. Pour qu'on voie quels sont les problèmes et comment on va les surmonter. Et les gens refusent le deuxième cas, ils préfèrent le premier cas. Alors nous sommes des Congolais. Entre dialoguer après avoir détruit et dialoguer sans détruire, qu'est-ce que les Congolais doivent choisir? C'est ça la question. Détruire la présidence, la primature, toutes nos routes, toutes les ambassades, tous les bureaux, pour qu'en fait de compte, on arrive à dialoguer. Et dialoguer pour prévenir qu'il y ait des casses. Je pense que le choix est clair. Parce que nous connaissons l'histoire des rues. Les gens qui vont dans la rue, c'est pour casser, c'est pour piller, pour faire fuir les peu d'investisseurs qui commencent à venir aujourd'hui. Voilà pourquoi le chef de l'État dit non, dialoguons.
et les autres disent non. Le 19 décembre, c'est la fin. Alors, quand vous poussez l'analyse plus loin, vous vous dites qu'il pleuve, qu'il neige, et ça je l'affirme devant tous les médias du monde aussi, il n'y aura pas d'élection en novembre. Et comme il n'y aura pas d'élection en novembre parce que les deux préalables ne sont pas encore rencontrés, mettons-nous autour d'une table pour dire qu'est-ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Et maintenant, c'est là où je pense que nos amis de l'opposition, finalement, ont peur des élections. Parce qu'ils veulent parler des élections qui n'auront pas lieu. Mais ils ne veulent pas qu'on planifie les élections qui auront lieu. Ça veut dire qu'ils ont peur de ces élections-là, c'est pourquoi ils veulent qu'on parle de ce qui n'aura pas lieu. Parce que s'ils n'avaient pas peur, ils diraient on va au dialogue pour les préparer. On a déjà fait beaucoup de transitions. Comme j'ai eu à vous le démontrer, ce n'est pas cette transition qui va être la fin du monde. Allons-y, parce qu'in fine, on sera aux élections. Mais ils veulent parler de la date de novembre et de décembre, sachant qu'il n'y aura pas d'élection pour seulement embrouiller, qu'il y ait casse, et qu'ayant peur des élections, qu'ils viennent maintenant apparaître par les dialogues d'après les casses. Alors, est-ce que devons-nous considérer que des Congolais normaux puissent vouloir qu'on casse d'abord, qu'on détruise d'abord, pour qu'ils viennent maintenant se retrouver dans les institutions? Population, il faut bien suivre ces messages. Et vous, de la majorité, c'est ça le message que nous devons porter dans l'opinion. Pour que les gens sachent de croire que nous avons la volonté de violer la Constitution. Le président Kabila a dit, il ne violera pas la Constitution. Mais il ne lui est pas interdit, et c'est là où les intellectuels congolais ne sont pas sincères, il n'est pas interdit au président Kabila d'appeler au référendum pour le changement de la Constitution. C'est un droit aussi constitutionnel. Donc, appeler au référendum pour changer la Constitution n'est pas changer la Constitution. C'est dire au peuple, moi je suis le garant, je vois des blocages à gauche et à droite, je vous propose qu'on change même l'article 220. Ce qui est interdit, c'est de changer l'article 220 par simple révision constitutionnelle au Parlement. Mais ce qui est autorisé, c'est de changer même cet article par référendum. Il ne faut pas que vous ayez peur de dire ça au peuple. Les mandats ont été changés dans tous les pays qui nous entourent. Donc le ciel ne tombera pas sur notre tête si quelqu'un évoque une telle idée. Mais elle n'est pas encore à l'ordre du jour maintenant. Alors, nos amis de l'opposition qui me suivent évoquent les articles ci-après. Article 70. L'article 70 stipule ceci. Je vais vous lire. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il s'arrête là-bas. Il sort à l'article 73. Ils disent le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Il s'arrête là. Et ils évoquent l'article 75 en disant en cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République
à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81, 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Quand ils évoquent ces articles-là, la majorité à laquelle j'appartiens aussi invoque aussi les mêmes articles. Et nous aussi, on évoque les articles suivants. Article 70. Nous lisons le premier article comme eux, mais nous descendons aussi au deuxième article. En disant à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Alors, la polémique naît de là-bas, où ils disent le nouveau président élu. La Constitution n'a pas dit le nouveau président à élire. Mais ça, c'est un verbe d'action. C'est un verbe d'action. Le nouveau président élu. Et c'est comme ça que nous évoquons maintenant nous aussi l'article 69 qui dit à son alinéa premier, le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation, il est le symbole de l'unité nationale, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. C'est toujours la Constitution. Alors, ils évoquent l'article 64, les opposants. Il dit ceci: tout Congolais a le devoir de faire un chèque à tout individu, au groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible, c'est-à-dire à un amoda. Alors, quand ils évoquent ça, nous aussi nous évoquons les mêmes articles en ces termes. Tout celui qui va déstabiliser le président Kabila, quand il exerce son mandat, il tombe sous le coup de cet article. Parce qu'on veut le déstabiliser alors qu'il est dans son mandat constitutionnel. Donc si quelqu'un aujourd'hui, il entre dans la rue pour dire que le président Kabila doit partir, celui-là, on lui applique l'article, l'alinéa 2, qui dit toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible. Message aux opposants. Vous entrez dans la rue demain pour déstabiliser notre pouvoir, l'infraction devient, donc on vous cherchera même 30 ans après. C'est ça l'imprescriptibilité de l'infraction. Parce que nous sommes en plein exercice de notre mandat à la tête de ce pays. Alors, maintenant, c'est dans ces conditions-là que la majorité présidentielle ayant trouvé, pas la majorité même, l'Assemblée nationale, ayant trouvé qu'il y a beaucoup de confusion, s'est servi de notre article de la Constitution, si j'ai bonne mémoire, ça doit être l'article 161, qui dit ceci: la Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs, même moi, et des présidents des assemblées provinciales. Donc nous pouvons saisir la Cour en interprétation d'une disposition constitutionnelle. Voilà pourquoi les députés nationaux ont réuni plus de
200 signatures, c'est-à-dire 300, c'est dans les plus de 200, pour demander à la Cour constitutionnelle d'interpréter tous ces articles qui semblent poser problème, où chacun devient un interprète attitré. Et la requête est déjà introduite pour que nous ayons le verdict, l'arrêt de la Cour qui nous dira exactement qu'est-ce qu'on attend par le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Alors, maintenant, toutes ces incertitudes, comme je vous l'ai dit, poussent le président à dire non. Comme je suis le garant de la nation, il faut quand même que les Congolais se réunissent. Il faut quand même qu'on se parle, comme je l'ai dit, malgré les refus. Et il a été appuyé par la communauté internationale, qui a nommé à travers l'Union africaine Edem Kodjo. Donc, comment vous pensez que si on ne pensait pas à ce que le dialogue allait produire, on devait nommer un facilitateur? Même la résolution, vous qui aimez les résolutions, 22-677, dans cette résolution, vous qui ne connaissez pas le fonctionnement des institutions internationales, on parle d'abord du dialogue et ensuite on parle des délais constitutionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous ces gens qui se sont réunis à New York savent que à l'issue du dialogue, on va se convenir sur des délais nouveaux. Mais eux ne peuvent pas mettre dans une résolution une obligation à la RDC de ne respecter que les délais constitutionnels, parce qu'ils doivent respecter la Charte des Nations Unies et la souveraineté des États. C'est comme ça qu'ils permettent à la RDC de faire son dialogue et de respecter les délais constitutionnels qui seront convenus à l'issue de ces dialogues. Voilà l'explication. Et donc vous, les gens vous chatouillent les oreilles, ils passent dans des télés. Je vois même des gens qui peuvent même s'étrangler parce que simplement quelqu'un a dit que le délai va être dépassé. Mais il sera dépassé, non? Alors, vous allez laisser cette terre parce que le délai est dépassé. Voilà pourquoi. Maintenant, ceux qui n'aiment pas le pays ont constitué 5 pôles de déstabilisation de la République. 5 pôles. Avant, c'était 2 pôles. C'était Kinshasa et Goma. Maintenant, ils viennent d'y ajouter Lubumbashi, Matadi et Mbushima. Ce sont là les 5 pôles de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Kinshasa, pourquoi? Parce que c'est le siège des institutions. On pense que là-bas, c'est facile de monter une contestation et d'arriver au chaos. Goma, pourquoi? Parce qu'on sait ici que c'est là où toutes les rébellions sont passées et il y a encore les résidus des groupes armés qu'on peut instrumentaliser à gauche à droite pour monter une contestation. Lubumbashi, pourquoi? Parce que c'est le nouveau quartier des G7 où on pense qu'on peut avoir suffisamment de gens autour des directoires du G7. Or, tous ceux qui sont avec les G7, c'est eux qui étaient le président de la commission PAJ lors de l'élaboration de cette constitution. Le président de l'Assemblée nationale, c'était Olivier Kamitatou. Le président de la commission PAJ, c'était Mwando Simba. Les rapporteurs, c'était, si je ne me trompe pas, entre Christophe Lutundula et un autre. Ils sont là. Et lorsque nous avons déposé la requête comme élu, je suis aussi un élu national, nous sommes allés fouiller ce qu'on appelle le compte rendu analytique à l'Assemblée nationale pour savoir quelle était la motivation
de cet article qui dispose que le président de la République doit rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau. Le compte rendu à l'article dit ceci, signé par Mondo Simba, c'est pour éviter les vides juridiques. Vous comprenez? Le compte rendu analytique, nous l'avons. C'est pour éviter les vides juridiques qu'on a disposé que le président reste en fonction. Alors, quand on n'a pas tous ces éléments-là, on se fait manipuler, tromper, on va dans la rue, et la plupart des enfants qui envoient les autres dans la rue, les leurs ne sont pas dans la rue. Les leurs sont à l'extérieur dans les bonnes écoles. Ils veulent qu'on détruise les peu d'écoles que nous avons construites péniblement. Population, il faut regarder avec l'œil et les bons. Tous ces éléments autour du G7, ils étaient avec nous. Révoquer des institutions, ils estiment qu'ils n'ont plus de moyens. C'est comme ça qu'ils se réfugient autour de celui qui peut encore disposer de quelques billets verts. C'est ça la vérité. Et nous savons comment ils ont évolué hier, mais parce que révoquer les institutions, ils se disent mais comment on va survivre? Comment on va survivre? C'est comme ça que d'un coup, ils se regroupent pour dire non, non, c'est vous. Ce n'est pas de bonne foi. C'est parce que tout simplement on dit, mais quand nous parce que kazi ilishakaishi. Et la population, nous allons être dupés par ce genre de comportement. Oh, c'est nous qui défendons la Constitution. Mais messieurs, c'est vous qui étiez président de l'Assemblée qui a élaboré la Constitution. Julien n'était pas là, Kabila n'était pas là. Je pense que le G7 ne parviendra pas à nous ébranler. Là, vous voulez envoyer quelques signaux, mais on est là. Alors, maintenant que je viens de vous donner ces quelques éléments d'analyse pour vous dire que le pays veut voler en éclats, c'est pour aboutir à la balkanisation de ces pays. Le schéma est celui-ci. On se sert du prétexte des élections pour créer la division de la République démocratique du Congo, parce que dans les officines internationales, ils disent que la RDC est un grand ensemble difficile à gérer et qu'il faut les morceler. Et aujourd'hui, l'élément fondamental qu'ils pensent devoir servir de tremplin pour y arriver, c'est la non-organisation des élections. Alors la question qu'on leur pose, est-ce que nous sommes plus grands que les États-Unis? Pourquoi ils n'ont jamais divisé les États-Unis s'ils disent que les grands ensembles sont difficiles à gérer? Donc là où nous devons faire attention, nous comme majorité au pouvoir, c'est de ne pas permettre que pendant que nous sommes au pouvoir, que cette philosophie de balkanisation arrive. Parce que nous allons porter le lourd fardeau d'avoir permis la balkanisation de la République. Or, les Congolais, ils sont fiers de l'unité nationale. Donc, vous devez faire attention. On veut créer une république ici.
une république là-bas, suivant les pôles que je vous ai indiqués. Suivant les pôles que je vous ai indiqués. Et on pense avoir une république qui est proche des swahiliphones, une république qui est proche des loubaphones, une république qui est proche des congophones, et une république qui est proche des ngalaphones. En prenant les 4 zones linguistiques. Et ça, c'est un grand danger. Et Mzee avait dit ne jamais trahir le peuple. Et ce discours est développé par son fils pour dire ce n'est pas sous Joseph Kabila que la balkanisation de la RDC arrivera. Et alors, comme les gens, ils aiment le pouvoir pour le pouvoir, pour eux ils disent à ta balkanisation Kakua, Mafou, Ikoué, pour que Kabila atoke. Et nous disons, Nachie, Azoka Kubali atoke, du balkanisation est panique. Wandugu, ce sont là les grands messages que je voulais échanger avec vous pour vous dire que la majorité présidentielle est aujourd'hui fière de l'être, de conduire cette république, et c'est pourquoi elle a dit, comme je n'ai pas peur des élections, moi je vous montre ce qui est possible, j'organise les élections de gouverneurs. Et les opposants, ils ont cru qu'ils allaient remporter le poste de gouverneur. Mais sur 21 provinces, nous avons renflé 19 provinces. Il n'y a que la province de l'Équateur et la province du Sud, Ubangi, où il y a eu des indépendants. Alors, les indépendants, on ne peut pas se les approprier comme opposants. Donc maintenant, c'est à chacun de savoir si les indépendants sont proches de l'opposition ou indépendants proches de la majorité. Et je tiens à vous affirmer qu'ils sont proches de la majorité. Et c'est après ce coup qu'ils ont réussi et finalement ils disent, même aux élections qui arrivent, nous ne sommes pas sûrs. Parce qu'ils vont... Vous savez que RFI a déployé des journalistes dans les Tanganyika. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce qu'on était sûr que l'opposition allait remplir les postes dans la province du Tanganyika. La province d'où le chef de l'État est originaire. On avait déployé tout l'arsenal. Au Haut-Katanga, on avait déployé tout l'arsenal. Mais nous avons démontré que quoi qu'on dise, quoi que vous fassiez, c'est la majorité qui tient le pouvoir. Donc, sentez-vous fiers, ne vous faites pas intimider par des réunions de 300 personnes qui sont organisées au bord des routes ou je ne sais pas dans des stades. Les rendez-vous, c'est aux élections. Personne ne peut dire qu'il a le monopole de la population. Personne ne peut dire qu'il a le monopole du peuple pour dire qu'il va démontrer à la majorité que c'est lui qui a le peuple. Mais les élections de 2011, on a vu qu'il y a le peuple. Si le peuple n'était pas avec nous de la majorité, moi j'étais élu dans le territoire de Lubero. Les gens disaient, comme tu parles de Kabila, tu ne passeras pas. Et moi j'ai fait tous mes meetings pour dire c'est Kabila ou rien. Mais j'ai été élu. Nous sommes allés à Kinshasa, nous avons eu la majorité à l'Assemblée nationale, on a validé nos mandats et finalement il a été décidé que comme c'est Kabila ou rien, rentre en province. Donc vous les partis politiques de la majorité, et ça c'est le dernier message,
évitons des confrontations entre nous. Évitons de nous étiqueter entre nous. Les pouvoirs, même si le PPRD est au pouvoir sur l'ensemble de la République, parce que les chefs sont les créateurs, mais les militants du PPRD doivent savoir que tout celui qui s'appelle militant du PPRD n'aura pas de l'emploi. Ce n'est pas ça la politique. Parce que ce qui éloigne effectivement les acteurs politiques de leur cadre, c'est de croire que toute personne doit avoir de l'emploi dans un pouvoir. Ce n'est pas nécessairement ça. On soutient un pouvoir pour la victoire politique de ce pouvoir-là. C'est pour nous, lorsque j'adhère à la majorité présidentielle, c'est parce que je veux la réussite de son autorité morale. Qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois dans la rue, que je ne sois pas dans la rue, nous devons d'abord nous soulever le coup. Deuxième chose, quand les opposants vont faire leurs manifestations, ils ne commencent pas par distribuer 2000 francs à leurs militants. Les militants arrivent au meeting par engagement politique pour dire nous devons démontrer que nous les opposants, nous existons. Mais nous, la majorité, c'est nous qui devons alors le démontrer encore davantage. Donc cette philosophie de croire que toute réunion politique doit avoir un soubassement financier, si on continue à développer ça, lorsque le soubassement financier va manquer, eh bien nous allons nous écrouler. Nous allons être une majorité présidentielle au pied d'argile, comme la République démocratique du Congo l'a été. Donc c'est important de cultiver cette idéologie politique pour que nous sachions que nous sommes autour d'un homme qui aujourd'hui a sorti la République de très loin, qui veut nous amener au dialogue pour éviter le chaos et non pas pour violer la Constitution. Il faut que le message soit clair. Nous allons au dialogue pour éviter le chaos en vue de définir un schéma pacifique qui nous amène vers les élections apaisées. Voilà le message que vous êtes tenus à dire à toute la population. AMP, viva! Viva! AMP, viva! Viva! AMP, viva! 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 Kabila Ongela! Kabila Ongela! Il ne faut pas avoir peur de parler de votre autorité. Je vois des gens, quand on dit Kabila Oumela, ils commencent à regarder par terre. Vous savez, quand vous interrogez l'histoire de l'Afrique, notre majorité comme famille politique est à considérer comme les Chama Mapinduzi en Tanzanie, qui détient le pouvoir depuis 1960. Notre majorité est à considérer comme le MPLA en Angola, qui détient le pouvoir depuis la fin de la guerre de Savimbi. Notre famille politique est à considérer comme l'ANC, qui détient le pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Notre majorité est à considérer comme au Cameroun, où Paul Biya est président depuis 1982. Notre majorité est à considérer comme Sassou, où aujourd'hui le Congo a un président depuis plus de 20 ans. Notre majorité est à considérer comme le Tchad, où Idriss Déby vient de remporter les élections. Notre majorité est à considérer comme tous les pays de l'Est, notamment le Kenya, l'Ouganda, où Museveni est là depuis 1986. Alors, maintenant, vous voulez qu'on échappe à la règle ou qu'on la confirme? Bon, si c'est une règle de la région des Grands Lacs, pourquoi vous voulez qu'on échappe à la règle? Laissez ceux qui veulent devenir des exceptions confirmer la règle, mais nous voulons être dans la règle. Et quel est votre problème? Qu'est-ce que
que ça vous ferait du mal si la majorité continue à gérer le pouvoir le plus longtemps possible? Qui vous dit que nous sommes venus chercher le pouvoir pour le quitter le plus tôt possible? Le message aux opposants, même eux quand ils cherchent le pouvoir, c'est pour le conserver le plus longtemps possible. Mais pourquoi eux ils veulent que nous on les quitte le plus tôt possible? Donc la vérité politique, c'est que quand on a le pouvoir, on invente tous les moyens pour les conserver le plus longtemps possible, et nous sommes en train d'inventer ces moyens pour rester le plus longtemps possible. Je vous remercie.